Insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, analyse et propositions. La question fait encore parler d'elle dans tous les salons de la capitale, la République démocratique du Congo, et même au monde entier, tout le monde en parle. Qu'en est-il de cette situation? Aujourd'hui matin, vous avez suivi les manifestations à Goma pour réclamer la fin de l'état de siège et la récupération de Bunagana des populations du Nord Kivu. Je reçois dans ce numéro spécial qui traite de la question sécuritaire un ancien parlementaire, un ancien conseiller du président honoraire Joseph Kabila, une personne qui a été très très proche de l'ancien président de la République, Monsieur Raphaël Oudou. Bonjour. Bonjour, une personne qui a été très très proche et qui l'est encore jusqu'à ce jour. Ah, vous êtes toujours très proche du... Vous n'avez pas trahi. Je ne peux pas. Je vous ai toujours dit que la loyauté, la constance et la fidélité sont des éléments d'éducation qui me caractérisent, ou du moins qui caractérisent ma famille. Et qu'est-ce qui vous pousse à rester toujours proche du président Kabila? Vous savez, j'ai toujours cru aux idéaux poursuivis par Joseph Kabila, notamment celui de faire de la République démocratique du Congo un État émergent, un État où aussi le peuple a sa place. C'est-à-dire toute l'action de Joseph Kabila en tant que dirigeant de ce pays était axée sur le bien-être de la population et surtout en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, parce que Joseph Kabila n'a ménagé aucun effort pour que la population... On va se poser des questions sur sur ce que Kabila fait réellement pendant 18 ans pour la question de la paix dans la partie Est, parce que d'aucuns l'accusent aujourd'hui d'être le principal auteur de l'insécurité généralisée dans la partie Est de la République démocratique du Congo. On va commencer d'abord par le discours du président de la République à la tribune des Nations Unies. Quelle est votre lecture d'abord de ce discours? Bon, pas ma lecture, nous pouvons dire mon audition. Voilà. J'ai suivi et ce qui m'a plu, et je l'ai dit à certains de vos confrères, que le président de la République commence à comprendre. Il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Avant, il n'avait pas encore... Non, surtout, notamment en ce qui concerne la question de l'Est, la question sécuritaire. Et de ses relations, ses acquaintances avec Paul Kagame du Rwanda. Parce que depuis toujours, nous avions haussé le ton pour dire que Paul Kagame, ce n'était pas quelqu'un de sûr, de confiance, avec qui on pouvait traiter sans se référer à ses idées expansionnistes, hégémonistes, et beaucoup plus en ce qui concerne la République démocratique du Congo, dont Paul Kagame est le bras séculier de la communauté internationale pour arriver à la balkanisation de la RDC. Et nous avions malheureusement constaté que le président de la République, Félix Tshisekedi, à son arrivée au pouvoir, il voulait, peut-être par triomphalisme, ou il voulait montrer que lui pouvait être à mesure de résoudre cette question de la manière qu'aucun d'autre n'avait réussi. Et il est allé jusqu'à embrasser Paul Kagame, à l'appeler même son frère. C'est que nous avons toujours reproché,
c'est ce rapprochement avec Paul Kagame, oubliant que le Gard n'a jamais changé sa ligne de conduite. Et il a fallu un temps pour que le président Félix Tshisekedi comprenne. Et voilà pourquoi nous nous disons, étaient les relations au travers de comment étaient les relations entre le président Kabila pendant 18 ans et le président Kagame du Rwanda? Comment étaient les relations à son époque? Très tendu, parce que Joseph Kabila, à son temps, a compris que Paul Kagame, Museveni, c'était les acteurs du mal dans la région de Grand Lac. Et que vous conviendrez avec moi que toutes les guerres dont est victime la RDC, c'est parti de Paul Kagame, du Rwanda, et aussi de son collègue de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Et Joseph Kabila a compris qu'avec ces gens, il fallait une distance d'équilibre et traiter d'égal à égal quand il le fallait, et de sorte que il fallait être trop prudent et dans la stratégie à prendre en vue de récupérer la situation. D'aucuns accusent Joseph Kabila comme étant l'auteur principal. Pas l'auteur principal, mais pour dire un élément ou une personne qui était parmi les causes de la persistance de l'insécurité dans l'Est pendant près de 18 ans. Donc, vous savez, les accusations fusent toujours. Hein? C'est comme j'ai toujours réfléchi à haute voix en disant, du temps de Joseph Kabila, chaque fois qu'il y avait insécurité à l'Est, lorsqu'il y avait de guerres, lorsqu'il y avait de groupes armés, et d'aucuns disaient que c'était le président Joseph Kabila à l'époque qui était le commanditaire principal. Voilà. Et pour plusieurs raisons. Moult raisons ont été avancées du genre, il voulait s'éterniser au pouvoir, il ne voulait pas organiser les élections, qu'il voulait briguer un troisième mandat, etc. Qu'il fallait alors faire renaître ou faire naître de tensions ça et là à l'est de la République, considérée comme le ventre mou de notre pays. Mais en réfléchissant, en poussant la réflexion jusqu'au-delà du mandat de Joseph Kabila, du temps où Félix Tshisekedi est au pouvoir, parce que l'insécurité est encore là, elle est en train de naître avec les M23 qui est né de ses cendres. Et je me pose la question, si alors Joseph Kabila, en tant que président de la République, était auteur de cette insécurité, mais alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi est aussi auteur de cette insécurité? C'est la question que je pose. À haute voix, malheureusement, votre silence et le mien, et certainement celui de vos téléspectateurs, me dit. Alors, certains vous accusent. Est-ce que vous regrettez, vous, FCC, vous êtes proche du président Kabila, est-ce que vous regrettez le fait d'avoir négocié avec les groupes armés, certains groupes armés pendant le règne de 18 ans, et les avoir intégrés au sein de l'armée? Est-ce que vous regrettez cette décision-là? Non, nous ne regrettons pas, dans la mesure où c'était la voie pour amener la paix dans notre pays. Figurez-vous, même du temps du dialogue intercongolais, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait des Congolais qui sont entrés dans des mouvements de rébellion, dans des groupes armés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et Joseph Kabila avait compris qu'il fallait approcher ces Congolais et comprendre le véritable problème, leur mobile était lequel, et pour qu'on arrive à trouver une solution. Et en causant avec eux, en dialoguant avec eux, on a fini par comprendre que certains avaient prétexté d'être mis à l'écart. Être mis à l'écart des institutions, de l'armée, etc. Et qu'il fallait
prendre ces mêmes Congolais, les préparer pour que les uns se retrouvent dans les institutions et les autres dans les forces armées, les services de sécurité. C'est ce qui fut fait. Et on a eu, après le dialogue intercongolais, des rebelles qui ont accédé au pouvoir, partagé le pouvoir, et Joseph Kabila est arrivé à une formule qu'on n'a jamais trouvée nulle part ailleurs, et pour laquelle, moi, je félicite toujours Joseph Kabila. Et le 1+4. Il serait le principal auteur de l'infiltration de toutes les institutions Non, de l'État, non. en passant par l'armée. Ce n'est pas une infiltration, non. Lorsque, par exemple, vous amenez les citoyens congolais, ils sont congolais dans les institutions, certains sont devenus jusqu'à vice-premier ministre, vice-président de la République, vice-premier ministre, premier ministre, ministre, et etc. Dans les institutions aussi, parlementaires. C'est pour responsabiliser tout le monde, qu'ils comprennent et qu'ils apportent leur savoir-faire dans la reconstruction de notre pays. Mais malheureusement, même étant dans les institutions, il y a certains de ces messieurs qui composent encore avec les forces extérieures pour continuer à s'aimer la désolation au sein de la population congolaise. Elle serait rwandaise, toutes ces personnalités qui ont été intégrées au sein des appareils de l'État, certaines seraient rwandaises, et donc cela a consacré justement cette... Écoutez, la question même de la nationalité a été réglée par la Constitution. La Constitution qui a été élaborée par les fils et filles de notre pays. En fait, le fait que vous ayez négocié... Et c'est ce qui fait que... certains groupes armés... Beaucoup de gens, ils s'appuient sur je dirais, des aspects non objectifs pour déterminer la nationalité de l'un ou de l'autre. Mais ce dont je parle, c'est quand ceux qui sont reconnus être congolais, une fois aux institutions, ils travaillent, mais ils sont encore en train de composer, ils sont utilisés. Ils sont utilisés, sous-traités, voilà le mot, sous-traités par des forces extérieures pour créer des troubles en République démocratique du Congo. Vous trouverez un monsieur appelé Excellence, comme on les appelle toujours, honorable, et qui est un matin en Ouganda, un autre à Kigali, etc., pour essayer d'animer encore de mouvements insurrectionnels en République démocratique du Congo. Pendant qu'il est dans les institutions, vous retrouverez aussi certains autres officiers supérieurs au sein de l'armée, mais ils continuent toujours à composer avec des forces extérieures pour créer des troubles en République démocratique du Congo. Nous connaissons ceux qui, chaque week-end, étaient en Ouganda, chaque samedi, et ils étaient à Kigali. Ils sont nombreux. Mais notre problème, tout ça, malheureusement, on met sur le dos de Joseph Kabila. Mais on ne voit pas son côté positif de rassembler tout le monde, d'amener ces rebelles. Ces rebelles, je le regarde droit dans les yeux, ces rebelles, de les amener dans les institutions républicaines, mais au lieu d'être exorcisés, de changer, de travailler pour le Congo tel qu'ils l'ont toujours vanté, ces mêmes rebelles continuent leur sale désordre, même en étant aux institutions. Mais malheureusement, on dit c'est Joseph Kabila. Comment trouvez-vous la position de Tshisekedi qui refuse de négocier avec le M23, qui refuse carrément toutes leurs revendications d'intégrer l'armée, d'être amnistié, d'être reconnu comme étant congolais? Comment trouvez-vous cette position? Non, il peut refuser, il peut avoir ses raisons. Mais malheureusement, vous oubliez qu'il y a sous peu les mêmes chefs de rebelles du M23 ont dénoncé que le président Félix Tshisekedi aurait été avec eux pour négocier, etc. Et que leurs revendications n'ayant pas trouvé gain de cause, voilà pourquoi ils ont repris les armes. Et ils l'ont dit. Nous avons vu dans les réseaux sociaux
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut avoir des raisons de ne pas négocier avec eux. Je les félicite si c'est ça la vraie position. Pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Mais refuser de négocier avec eux, c'est pas ce qui est suffisant. Moi, je demanderai au président de la République, qui est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de tout faire pour les vaincre militairement. Pas les négociations. Non. Écoutez, nous sommes en situation de guerre. Comment voulez-vous qu'on résolve la guerre par la négociation seulement? C'est une voie. C'est aberrant. C'est une des voies, je ne refuse pas. Mais à la négociation, à la diplomatie, il faut ajouter la guerre. Parce que eux, les M23 appuyés par le Rwanda, ne sont pas venus avec la négociation. Ils sont venus avec les armes, ils sont venus en position de guerre, ils sont en situation de guerre en République démocratique du Congo. Alors, je ne vois pas pourquoi vous avez échoué de mettre fin à Comment? Donc vous, au FCC, vous avez échoué. Non, nous on n'a pas échoué. Le régime Kabila... Non, la guerre... Non, le régime Kabila n'a pas échoué. L'Union sacrée a trouvé la guerre. Sous le régime Kabila, on n'entendait plus parler du M23. Sous le régime Kabila, le M23 a s'émué en parti politique. D'accord? Et le M23 n'avait plus pris les armes. Et ceux qui ne voulaient pas s'étaient retranchés en Ouganda. Ils n'étaient plus au Congo. Non, mais c'est maintenant, sous le régime de Félix Tshisekedi, qu'ils le reviennent. Peut-être après avoir posé leurs revendications et que ces revendications n'étant pas satisfaites, ils sont revenus à la charge. Alors on ne peut pas dire que la résurgence du M23 aujourd'hui, c'est le fait de Joseph Kabila ou du régime de Joseph Kabila. Non, il faut avoir le courage de dire. La résurgence du M23 aujourd'hui, c'est le fait de Félix Tshisekedi et de son régime. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez avec tous les efforts? Non, j'explique parce que en 2013, le M23 n'existait plus pour commettre des bévues tels qu'il le fait aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais pourquoi seulement? En 2013, ils avaient occupé Goma. Goma a été tombé sous les mains du M23 en 2013. Les M23... Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Est-ce que vous entendiez encore parler du M23 dans ce pays? Non. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais c'est sous Félix Tshisekedi, restant dans la logique que si il y a des troubles pendant le régime de X, ça veut dire c'est X qui est le commanditaire. Dans cette logique-là, l'M23 qui ressurgit aujourd'hui sous le régime de Félix Tshisekedi, nous pouvons dire quoi? Par analogie que c'est ce régime qui n'a pas su restaurer la paix. Et voilà, l'M23 réapparaît sous ce régime. Ça veut dire que le doigt accusateur est tourné vers les régimes de Félix Tshisekedi. Et encore, sur le plan logique pur, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, 4 ans après au pouvoir, qu'on continue à dire c'est le régime Kabila, c'est Kabila, etc. 4 ans après, on n'est pas en mesure de résoudre le problème de sécurité à l'Est. Pendant que le président de la République lui-même, tout au début, avait dit qu'il installerait son état-major à Goma pour mettre fin à la guerre, pour restaurer la sécurité à l'Est. Le mal est profond, le mal était très profond. Ça veut dire il faut avoir le courage de dire, oui, le mal est profond. C'est pas facile de s'en tirer aussi facilement. Et vous croyez que la facilité, c'est de dire c'est Joseph Kabila? De prétexter que c'est le régime de Joseph Kabila? Le citer à chaque coup, c'est Joseph Kabila, c'est le régime de Joseph Kabila? C'est ce qui est facile et c'est ça la solution. On peut citer ce Joseph Kabila pendant plusieurs fois, autant de fois que l'on voudrait, mais ce n'est pas ça la solution. Les citoyens congolais aujourd'hui, de l'Est, de Bunagana, de Chabunda, de Mwenga, quelles sont les réformes a besoin aujourd'hui de paix. Il n'a pas besoin de nos revanchards, Mais quelles sont les réformes prises par Joseph Kabila pour que cette insécurité cesse? Quelles sont les actions fortes posées par le président Kabila à l'époque pour que la population de l'Est retrouve la paix tant recherchée? Non, les actions concrètes posées. C'est la guerre. C'est la guerre. Et c'est la puissance de feu qui avait amené le M23 à négocier et à accepter de se muer en parti politique. C'est la guerre. Voilà pourquoi nous disons
le président Félix Tshisekedi qui opte pour la diplomatie, que d'aucuns appelleraient agissante, pas même lorsqu'elle n'agit pas. Parce qu'une diplomatie agissante, c'est celle qui ramène des solutions. Et la solution ici par rapport au cas sous examen, c'est ramener la paix. Mais tant que cette paix n'est pas revenue, on ne peut pas dire que cette diplomatie est agissante. Donc la solution pour nous, et la solution que le régime Kabila avait utilisée, c'est la guerre. La puissance de feu a amené les troupes de M23 à rebrousser chemin, jusqu'à rentrer en Ouganda. Certains des adeptes du M23 qui ne pouvaient pas faire autrement étaient obligés de déposer les armes et de dire nous changeons, nous constituons un parti politique, le M23. La question des FDLR. La question des FDLR. Est-ce que les FDLR avaient été défaits pendant que le président Kabila était au pouvoir? Est-ce que les FDLR sous lesquels s'appuie le Rwanda aujourd'hui pour dire que voilà, la RDC agresse aussi et fait partie prenante de l'insécurité dans l'Est? Même les FDLR, que ce soit les FDR ou les ADF, le cas de FDLR, sous Joseph Kabila, les FDLR étaient amenés, et vous le savez, à un certain moment, il y a eu des négociations, et c'est à ce niveau-là que Joseph Kabila a fait appel à une diplomatie agissante. Celle-là au moins a agi. Parce que on a constaté et on a remarqué que sous le régime Kabila, il y a eu des Interahamwe, c'est ce qu'on appelle les FDLR, les Interahamwe prendre l'avion et retourner au Rwanda. Après plusieurs négociations, même le régime de Kigali a accepté d'accueillir sur son sol les Hutus Interahamwe qui étaient en République démocratique du Congo. Mais lorsque ceux-ci étaient déjà rentrés au Rwanda, le régime de Kigali ayant constaté qu'il était en difficulté, parce que vous le savez, les Hutus sont plus aguerris que les Tutsis de Kagame. Ayant constaté que ce régime de Kagame était en difficulté, il est revenu pour maintenir la position selon laquelle que les FDLR ne rentrent plus au Rwanda, que les FDLR devaient rester en République démocratique du Congo. Il a cherché, faisant d'une pierre deux coups, créer une zone tampon entre le Rwanda et la RDC au niveau des frontières, ce qui permettrait à ce que Kigali ou le Rwanda reste un peu en sécurité par rapport aux incursions de FDLR, des Interahamwe, et pouvait tenir les autres FDLR qui étaient restés en République démocratique du Congo à l'écart, maintenir sur le sol congolais. Et c'est ça la politique de Kagame depuis toujours. Il ne veut pas que ses compatriotes FDLR qui sont en République démocratique du Congo rentrent au Rwanda. Il faut le maintenir et son prétexte de venir opérer en République démocratique serait tout de suite compris. Et c'est la même politique. C'est la même politique que Yoweri Museveni est en train d'appliquer avec les ADF Nalu du côté de l'Ouganda. Et tous deux trouvent que la République démocratique du Congo devient un exutoire où on déverserait les rebelles qui malmènent leur pouvoir, leur régime en place. Et s'ils restent en République démocratique du Congo, eux, à l'intérieur de leur pays, sont tranquilles. Le régime de Museveni et le régime de Kagame. Et alors, la politique de Joseph Kabila, la politique agissante cette fois-là de Joseph Kabila, c'était amener le monde, la communauté internationale à comprendre ces jeux-là. D'accord. Le discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a déclaré à RFI et France 24 que voilà, les M23 sont une armée conventionnelle, une armée bien organisée
Donc la MONUSCO n'a pas les capacités d'attaquer les M23 et de les déloger des territoires occupés. Quelle est votre réaction? C'est une aberration de la part du secrétaire général des Nations Unies. Une aberration monstrueuse. Pourquoi? Lui, en tant que responsable d'une institution appelée à instaurer la paix, doit vanter un mouvement M23 que les mêmes Nations Unies ont qualifié de terroristes. Ils vantent leurs armes, qu'ils ont des armes sophistiquées. Voilà. Les experts des Nations Unies venaient de sortir un rapport. Moi, personnellement, je me suis posé la question, j'ai dit, il y a un dysfonctionnement au sein des Nations Unies, si bien que le secrétaire général Guterres n'est pas au courant du rapport des experts des Nations Unies ou quoi? Parce que les experts des Nations Unies ont sorti un rapport que nous connaissons, qui condamne les M23, qui pointe du doigt le Rwanda soutenant les M23. Mais le secrétaire général des Nations Unies, c'est lui auprès de qui nous devrions aller nous rabattre pour qu'il nous ramène la paix dans notre pays, lui-même vante les armes sophistiquées du M23. Alors ici, moi je dis tout haut aux Congolais. Ça ne sert à rien de croire sur les Nations Unies. Je suis désolé. Parce que quand le secrétaire général lui-même vante les M23, qui créent désolation en République démocratique du Congo, auprès de qui encore nous irons pleurer? Auprès de qui encore nous irons demander la paix? Et nous comprenons ici, et c'est peut-être ma thèse, la communauté internationale est complice de l'insécurité dans notre pays. Donc vous partagez le point de vue du gouvernement congolais qui demande le départ de la MONUSCO? Je demande aussi le départ de la MONUSCO parce que la MONUSCO ne nous rassure plus. La MONUSCO ne nous rassure plus, les Nations Unies ne nous rassurent même plus. Je suis désolé pourquoi le président de la République, dans son discours, il aurait même pu commencer par demander d'observer une minute de silence en mémoire de tous les citoyens, de ses compatriotes congolais massacrés par les M23 et les troupes rwandaises, mais ce qui n'a pas été fait. Et le président de la République aurait pu. Mais est-ce que vous au FCC, quand il y a eu cette déclaration, pourquoi vous êtes resté silencieux? Pourquoi on n'a pas senti, on ne vous a pas senti au four et au moulin pour dénoncer ce discours du secrétaire général des Nations Unies? Nous l'avons toujours fait, nous l'avons fait, nous l'avons fait. Point n'est besoin de faire une marche pour ça. Non, il appartient. Les Nations Unies, le bureau politique du FCC réuni nous avons fait un communiqué nous avons fait pour dénoncer. Silence radio. Communicant du FCC, nous le disons, nous condamnons de la manière que je le fais ici. Et il y a beaucoup d'autres camarades qui l'ont fait. Et parce que les Nations Unies ici, c'est l'affaire du gouvernement. D'accord? Les Nations Unies traitent avec les États membres. Et qui dit État membre, c'est le gouvernement de la République. On a besoin de votre soutien au niveau interne. Au niveau interne. Ce gouvernement warrior là. Le gouvernement warrior, c'est un de ces combats, voilà. D'accord? Ce gouvernement warrior fait quoi? Par rapport aux déclarations de Guterres, qui sont des déclarations on ne peut plus dangereuses. Vous comprenez? Et les gouvernements de la République, je comprends, hein, ils sont dans le domaine de la diplomatie. Alors ils sont dans cette diplomatie-là, qui n'agit même pas. Qu'ils arrêtent d'appeler ça agissante parce que ça n'agit pas, ça n'apporte aucune solution. La tripartite France, Rwanda, RDC. Vous pensez... Encore une autre mascarade. Une autre mascarade. Ça ne va produire rien. Écoutez, rien du tout. Si Macron était là, c'est pour... Macron est en train de protéger le Rwanda et l'Ouganda. C'est la position de l'Ouganda, la position du Rwanda qui l'intéresse. Ce n'est pas la position de la RDC. Je m'en vais vous donner un exemple. Et toute cette communauté internationale-là, ce n'est pas la position de la RDC qui les intéresse. Lorsque le président de la République était parti au niveau de l'Angola, d'abord, j'ai entendu le président de la République lui-même dire dans son discours à la tribune des Nations Unies, il se réfère à quoi? À une résolution, à un accord de Luanda. Mais je me demande quel accord
à Luanda pendant que Kagame n'était pas présent. Tout le monde sait, le président de la République, Félix Tshisekedi, était au Rwanda avec le président angolais, mais le président Kagame n'était pas venu. La deuxième rencontre... mais cet accord-là, oui. Cet accord-là traite de quoi? Traite de quoi cet accord? Du retrait de M23. Est-ce que vous avez déjà entendu une seule, avant d'arriver au retrait, vous avez déjà entendu une seule fois un membre de la communauté internationale condamner le Rwanda de par ce qu'il est en train du soutien qu'il apporte au M23? On n'a jamais condamné le Rwanda. Ni Macron, ni Guterres, ni tous les autres là de la communauté internationale. Rien. Est-ce que vous avez entendu une seule fois où ces membres, ces agents de la communauté internationale là, qui sont censés nous amener la paix en République démocratique du Congo, demander, exiger le retrait du M23? Pas une seule fois. Rien. Où est cette diplomatie agissante? C'est une diplomatie qui n'agit pas. Elle n'agit pas du tout. D'abord, écoutez. La diplomatie du président Tshisekedi n'agit pas. Ce gouvernement-là de Warrior. Attendez. Lorsque le président de la République doit se retrouver avec Paul Kagame, mais quels sont... Kagame ne vient pas. Vous ferez... Vous ferez quelle proposition? Vous ferez quelle proposition? Méfiance et manque de respect à l'endroit de notre président de la République. Le déploiement des forces... Il est en train de traiter avec son homologue rwandais par vidéoconférence. Le déploiement d'une force d'une force de l'Afrique de l'Est. La force régionale. La force régionale. La force régionale. Encore une fois, l'échec de cette diplomatie ce qu'on appellerait agissante, qui n'agit pas. Comment ça? Cette diplomatie, la position de la RDC au départ, c'était laquelle? C'était que le Rwanda et l'Ouganda ne fassent pas partie de la force régionale. Mais il suffisait tout simplement à Yoweri Museveni de l'Ouganda à parler, à donner son point de vue, pour que les forces de l'Ouganda et les forces du Rwanda fassent partie de la force régionale, que la position de la République démocratique du Congo soit battue en brèche. Est-ce que vous avez entendu encore le président de la République, Félix Tshisekedi, revenir sur cette position-là? Non. Est-ce que vous avez entendu encore le vice-premier ministre, des Affaires étrangères revenir sur cette position-là? Non. Tous deux. Muet. Et aujourd'hui, la force régionale constituée, vous retrouvez en son sein le Rwanda et les Rwandais et les Ougandais. S'il vous plaît, Dan, laissez-moi poursuivre. Mais qu'est-ce que les mêmes personnes qui créent des troubles dans notre pays, vous les amenez dans cette force régionale, semble-t-il, dont le rôle est de ramener la paix en République démocratique du Congo. Vous voulez quoi? Vous voulez que vraiment ils ramènent la paix en faisant partie de la force régionale, ou vous leur donnez l'occasion de faire encore plus belle la guerre en sourdine en République démocratique du Congo, parce qu'ils sont déjà membres de la force régionale. Et puis, proposition. Proposition. Ma proposition, c'est la guerre. Je n'ai pas une autre proposition. C'est la guerre. Le président Félix Tshisekedi, tant qu'il n'a pas encore compris qu'il faut mettre à la disposition des FARDC les moyens pour faire la guerre, pourquoi acheter les armes. Vous étiez conseiller du président Kabila. Oui, vous étiez conseiller du président Kabila. Je viens de vous dire du temps de Joseph Kabila, nous lui avons demandé, peut-être parce qu'à la différence que Joseph Kabila, c'était un militaire bien formé, hein, peut-être. Lui a compris ça, que c'est par la guerre. Et les M23 ont été de fait en 2023 par la guerre, pas par la diplomatie seulement. J'ai dit à la diplomatie, il faut adjoindre la guerre. On fait la guerre, on fait la diplomatie. On fait la diplomatie, on fait la guerre. C'est comme ça qu'on ira même dans ces négociations en position de force. Aujourd'hui, la RDC est en train de se présenter un peu partout en position de faiblesse. Le nerf des problèmes, le nerf du problème, croyez-vous vraiment le nerf du problème serait les minéraux de la partie est de la République démocratique. Mais les minéraux de la partie est, déjà, Bunagana, tout autour de Bunagana. Les gens croient que Bunagana, c'est la ville seulement, c'est la cité de Bunagana. Non, Bunagana, c'est tous les territoires environnants de Bunagana, la forêt et les restes, où se trouvent les minéraux. Ils sont en train de creuser pendant ce temps. Ils sont en train d'exporter pendant ce temps.
Et ils sont en train d'imposer leurs lois en République démocratique du Congo à travers Bunagana. Et j'ai ouï dire, c'est à vérifier, que Kagame aurait envoyé même les objets classiques aux élèves de Bunagana. J'ai ouï dire encore que les francs congolais n'étaient pas acceptés dans Bunagana. C'est pour vous dire que Bunagana aujourd'hui Alors pourquoi est en train de ne plus être congolais? Donc aujourd'hui, zone appartenant à la République démocratique du Congo. mais justement, pourquoi Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement ici. Ma question est la tous suivante. ces ministres-là sont en train de rouler carrosse ici. Chacun devient aujourd'hui avec ma question est la suivante. Pourquoi ces États avec gyrophare en train de faire du bruit pourquoi ces grands dans États les rues de Kinshasa ici? Pourquoi ces grands États Bunagana est déjà pris Voici ma par question. le Rwanda. Voici ma question. Pourquoi ces grands États ne veulent pas négocier directement avec la RDC? Ils passent par le Rwanda depuis toutes ces années. C'est Pourquoi? la complicité. C'est la complicité parce que... Qui est derrière cette complicité-là? Toute cette communauté internationale. Je viens de vous dire. Vous croyez que les minéraux de la RDC profitent au Rwanda seulement? C'est à tous ces grands États-là auxquels vous faites allusion. Mais pourquoi ils ne veulent pas négocier? Pourquoi ils ne négocient pas directement avec les Congolais? Que passer par le Rwandais, les Parce que la République démocratique du Congo est trop faible. Le Rwanda les rassure. L'Ouganda les rassure. La République démocratique du Congo, le gouvernement congolais ne rassure pas. Comment ils viendraient négocier avec un gouvernement faible? C'est pourquoi je dis, si nous pilonnons 3-4 villages du Rwanda, Dan, je donne ma main à couper, on ira aux négociations. La RDC irait en négociation en position de force. Mais parce que, sur le plan militaire, nous ne sommes pas forts. Voilà même Guterres vante les armes de rebelles, des terroristes, les M23. Donc, parce qu'il reconnaît que même les terroristes, les rebelles, sont plus armés, sont plus forts militairement que notre armée. Croyez-vous vraiment que Guterres, même s'il nous voit à la tribune des Nations Unies, là, il nous prend au sérieux? Il trouve que la République démocratique du Congo est forte. Si nous sommes en négociation, que ce soit à Nairobi ou en Angola ou je ne sais où encore, est-ce qu'on nous prend au sérieux? Est-ce que nous sommes forts? Non! Parce que quoi? Nous ne sommes pas capables de faire la guerre aux troupes du M23, aux troupes du Rwanda qui entrent en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas capables de protéger nos frontières. Mais l'embargo, ce sont les mêmes Nations Unies qui ont imposé une sorte d'embargo à la RDC qui paralyserait le fonctionnement du système de défense. Le gouvernement congolais pouvait créer des mécanismes pour avoir les armes. Pourquoi ne pas passer par des pays amis? Je vous donne un exemple. Du temps de Joseph Kabila, on passait par les pays amis. C'est que la Russie. Le Zimbabwe, par exemple. Le Zimbabwe. Oui. On passait par les pays amis. Mais aujourd'hui, la RDC, du temps de Warrior, du temps de l'Union sacrée, là, ne crée pas de mécanisme pour se procurer des armes. Vous voyez quoi? Vous voulez que les avions des Nations Unies viennent vous déposer les armes? Oh, ils ne le feront pas. Vous voulez que les avions viennent? Il y a traçabilité. Écoutez, moi j'ai fait la guerre. Oui, pour avoir les armes, il ne faut pas passer par des voies officielles. Pourquoi? La République démocratique du Congo voudrait acheter les armes comme on achète les sacs de riz qui viennent de Taïwan. On sait ça vient de Taïwan, les bateaux arrivent à Matadi et les conteneurs prennent jusque dans les maisons, les magasins des Libanais ou de nos Pakistanais. Et les mamans iraient chercher, acheter dans les magasins pour ramener à la maison. Et sur la table, nous avons les riz de Taïwan. Et vous voulez qu'on achète des armes comme ça? Non, les armes, on ne les achète pas comme ça. On cherche quoi là? La bienfaisance ou la bienveillance des Nations Unies. Ça, nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. Cet embargo-là, c'est pour nous affaiblir. Pour permettre au Rwanda d'opérer facilement sur le sol congolais. Ben oui. D'ailleurs, vous savez, la question de l'état de siège. L'ambassadeur de l'Union européenne un jour avait dit
que l'embargo n'était pas sur la République démocratique du Congo, sur le gouvernement congolais, mais sur les forces négatives opérant en République démocratique du Congo. Ça veut dire que le gouvernement congolais peut acheter les armes. Mais de quoi on a peur? Quand on est en guerre, Dan, arrêtez de nous amener vos méthodes de l'Occident, de l'Europe où vous avez vécu. Pourquoi Nous sommes en République démocratique du Congo à une situation de guerre, il faut la guerre. Il faut attaquer le Rwanda. Mais il faut la guerre, il faut attaquer le Rwanda. Dan, je vous le jure. Mais puisque je le jure ici. Puisque les M23... Si les forces armées de la République démocratique, qui d'ailleurs ont des soldats vaillants, je connais des militaires de l'armée, de notre armée, oui. des gens aguerris, forts. Mais pourquoi Mais ils n'ont pas de moyens, Dan, on ne fait pas la guerre avec les slogans, des discours à la tribune des Nations Unies. Je suis désolé, ça ne changera rien. Dan, vous avez déjà entendu où on a résolu les problèmes d'insécurité dans un pays sur base des discours à la tribune des Nations Unies. Donnez-moi un exemple. Aucun. Ces discours des Nations Unies, c'est pour la consommation internationale. Le président a parlé, il a dit des bonnes choses. Le président a dit, ça ne fera rien, ça ne changera rien. D'ailleurs, le M23, depuis que le président a parlé aux Nations Unies, ils ont bougé. Ils ont changé leur position. Mais alors... Et le Rwanda lui-même, Paul Kagame ou le Rwanda, désigné par le président de la République dans son discours, juste le même soir, le président se retrouvera avec Paul Kagame en train de se faire encore des accolades dans les halls de je ne sais quel hôtel à New York. Vous croyez que Kagame nous prend au sérieux? Il ne nous prend pas au sérieux, je suis désolé. Il faut tout rompre, c'est ça? Il faut tout rompre avec le Rwanda, il faut écoutez, éviter la voie diplomatique. Parce que ça, c'est une voie diplomatique. Ils veulent non seulement la guerre, mais aussi... Vous avez un État qui vous agresse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous continuez à entretenir des relations diplomatiques avec cet État. Et vous avez toutes les preuves que cet État-là vous agresse. Que cet État-là, ces militaires font des incursions chez vous. Vous entretenez encore des relations diplomatiques avec cet État. L'ambassadeur du Rwanda est encore ici. L'ambassadeur du Rwanda, qu'est-ce qu'il fait encore en République démocratique du Congo? Il va assurer quelles relations diplomatiques avec la RDC pendant que le Rwanda est en train de soutenir le M23. Et puis, quand il y a rentrée parlementaire, hein, on invite les ambassadeurs, l'ambassadeur du Rwanda aussi se présente. Quand il y a des cérémonies officielles, on invite les corps diplomatiques, l'ambassadeur du Rwanda arrive aussi. On entretient de bons rapports avec lui et au sortir de là, on les salue. Monsieur l'ambassadeur, on lui donne les accolades. Ça veut dire, vous croyez que c'est ce qu'il nous dit là? Derrière, on doit dire, voilà ces gens-là, ils comprennent. Est-ce que renvoyer va résoudre quel problème? Il faut rompre d'abord les relations diplomatiques avec le Rwanda, renvoyer l'ambassadeur du Rwanda chez lui. C'est ça le rappeler notre ambassadeur ici. Ce sont des signes. C'est une solution à la guerre. Écoutez, je ne dis pas des solutions, mais ce sont des signes qui montrent que la RDC est en train de prendre au sérieux le problème. D'accord? Et en plus, comme je viens de le dire, donner les moyens et financiers et matériels à nos militaires pour faire la guerre. D'accord. Sans cela, Dan, oui. Sans cela, oui, nous allons tergiverser avec votre diplomatie agissante là autant d'années encore. Il n'y aura aucune solution, Dan. Je suis désolé, je parle de choses que je connais un peu bien. Quand on va pilonner 2, 3, 4 villages du Rwanda, qui ne sont pas loin de la RDC d'ailleurs, il se réveille un matin, 3, 4 bombes au Rwanda. Il se réveille un autre matin, 3, 4 bombes au Rwanda. On va nous appeler, ce sont les agents-là de la communauté internationale qui vont appeler la RDC aux négociations. Et là, ils nous prendront au sérieux. Mais comme ça, Dan, avec notre diplomatie là, avec nos discours, d'ailleurs, nous sommes forts en discours, vous le savez. À part ces discours-là des Nations Unies, il y aura encore un autre discours. À une autre occasion.
Ça n'ira... Et ça ne changera rien. Il faut la guerre. Il faut la guerre pour mettre fin à l'insécurité. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, doit se préparer à faire la guerre, amener les troupes, les FARDC à faire la guerre. C'est comme ça. Lutundula sera en train de faire la diplomatie. Tout à fait. Les FARDC en train de faire la guerre. C'est comme ça qu'on nous prendra au sérieux. Justement, juste pour finir sur cette question de l'insécurité de l'Est de la RDC, on est à quelques mois des élections. Déjà, en 2018, on se souvient qu'il y a des partis qui avaient été exclus, notamment Beni Boutembo et même Yumbi qui avaient été exclus. Aujourd'hui, c'est presque les mêmes configurations. On a les Tekeleyaka qui s'affrontent. On a Bunagana qui est entre les mains des M23. Est-ce que vous pensez que le fait d'exclure une partie de la population du cycle électoral, ça peut être une façon pour la RDC justement de continuer sous cette lancée de résolution de crise pour éviter que les élections soient... Non, Dan. Les élections en République démocratique du Congo, permettez-moi de le dire, pour moi, ces élections sont aujourd'hui hypothétiques. Pourquoi? À moins que l'on nous dise que l'on voudrait faire des élections à la 6-4-2, c'est-à-dire des élections à l'issue desquelles vous avez des troubles partout, vous avez des revendications. Parce que je me demande, même le président de la CENI a supposé qu'il, et même le Premier ministre, qui accepterait que le peuple congolais aille aux élections pendant qu'une partie de notre territoire est sous occupation du Rwanda? Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Donc, tant que la partie de Bunagana est entre les mains de M23, c'est pas logique d'aller aux élections. Non, non, Dan. Non, je suis désolé. Non. D'aucuns diront peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème en tant que Congolais, je vois très mal comment Moneditou irait aux élections pendant que Bunagana est sous occupation rwandaise. Je vois très mal comment lui là irait aux élections pendant que Bunagana est sous occupation rwandaise. Je vois très mal comment Kinshasa irait aux élections pendant que Bunagana est sous occupation rwandaise. On l'a vu en 2018. Il y a des territoires qui n'ont pas pris part aux élections. C'est compte tenu de quoi? C'est pas à cause de l'insécurité. Tout à fait. C'est à cause d'autres situations de retard d'ordre administratif ou d'ordre technique. Oui, ça, on peut venir réparer. Pour nos raisons internes. Techniquement, oui. Mais pas qu'un territoire sous occupation étrangère et qu'on aille aux élections. Je crois que, Monsieur le Président de la République, je pense que vous ne ferez pas ça. 2023. En 2023. Qui sera le candidat du FCC? Que les FARDC, vous en tant que commandant suprême des forces, le FCC, que Bunagana soit récupéré. Pour finir, élection 2023, le FCC, Kabila revient ou un autre à la présidentielle? Maman Denise, Maman Olive plutôt. Non. Vous voyez que vous faites une confusion entre les mamans. Quand vous en avez plusieurs, c'est grave. Bon. Nous, FCC, nous disons, nous sommes pour les élections. On ira aux élections et nous aurons notre candidat parce que le temps de désigner nos candidats n'est pas encore arrivé. On est à une année des élections. Non, nous ne suivons pas les élections des uns et des autres qui sont en train de démontrer je ne sais quoi, tel sera candidat, etc. Nous, FCC, très organisés, sereinement, nous nous préparons vous le ferez à vous présenter. Vous le ferez que ça sera pas Chadari, il faudra un congrès. Nous ne disons pas, nous ne vous donnons pas un nom, mais retenez seulement, et je le dis à l'attention de vos téléspectateurs, le FCC aura de candidats
à tous les niveaux et participera aux élections à tous les niveaux. Est-ce qu'une alliance avec Fayoulou, est-ce qu'une alliance avec Fayoulou est exclue? Comment? Une alliance avec Fayoulou est exclue. L'alliance avec Fayoulou est exclue. Pour le moment, nous ne sentons pas le besoin d'être en alliance avec qui que ce soit, parce que pour le moment, nous devons d'abord jauger notre capacité interne à aller aux élections. Si au moins nous sentons qu'il y a quelqu'un qui est en mal de positionnement, qui voudrait se joindre à nous, nous allons analyser son cas. Mais nous sommes en mesure d'aller aux élections, nous, FCC, sans une alliance avec qui que ce soit. La preuve, beaucoup de gens qui ont rompu les alliances avec les FCC sont aujourd'hui en difficulté, vous le savez. Et ils sont en train de se mordre le doigt pour dire, tiens, on n'aurait pas pu faire ça, sinon, enfin, c'est déjà arrivé, tenez bon, on ira aux élections. Et les FCC sera présent. Comment se porte l'ancien président Joseph Kabila? Notre autorité de référence, Joseph Kabila, il se porte à merveille. Il est en bonne santé. Et les peuples congolais, ceux qui soutiennent Joseph Kabila, ils doivent encore remercier le Seigneur parce qu'ils gardent Joseph Kabila en vie et en bonne santé. Possible qu'il joue encore un rôle politique dans ce pays? Il joue toujours le rôle politique dans ce pays. C'est un homme d'État. Possible qu'il soit encore aux affaires? Ce n'est pas exclu. Parce que est-ce qu'il a ces ambitions-là? Il n'y a aucune loi, aucune disposition constitutionnelle qui interdit à Joseph Kabila d'être aux affaires. Premier ministre? Tout dépendra de lui et dépendra de sa famille politique. Chef du gouvernement. Pourquoi pas président de la République? C'est une question qui est réglée déjà par la Constitution. Réglée par la Constitution, c'est-à-dire? Donnez-moi une disposition constitutionnelle qui dit que Joseph Kabila ne sera plus jamais candidat président de la République. Il n'y en a pas. Mais moi, j'ai beaucoup de... La disposition qui dit que un mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Oui, le mandat est renouvelé une seule fois de celui qui est en exercice. Est-ce que c'est le mandat de celui qui n'est plus en exercice? Non, il a déjà renouvelé. Non, il a renouvelé en tant que président en exercice. Tout à fait. Oui, quand il a déjà terminé son mandat. Le compteur tombe à zéro. Mais oui. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il peut revenir comme... Oui. Je l'ai toujours dit, moi, Raphaël Loulou, je mets quiconque à défi pour venir me démontrer ici, noir sur blanc, qu'il y a une disposition de la Constitution ou d'une loi de la République qui interdirait à l'ancien président de la République devenu sénateur à vie d'être candidat à l'élection présidentielle. Si Merci. Vous avez, ne vous cachez pas hein, à la maison, venez sur le plateau, démontrez-moi. Moi, c'est une invitation que je lance à tout le monde. Je l'ai lancé plusieurs fois, même à des constitutionnalistes pour un débat. Qui sont reconnus dans ce pays, pour venir me démontrer. Oui, un débat ouvert. D'accord. Un débat ouvert. D'accord. Il y a 2-3 qui se sont pointés quelque part chez un de vos confrères, avocats, de je ne sais pas, mais de l'Union sacrée, hein, je le dis. Mais battus en brèche, et ils sont retournés la queue entre les pattes. Mais écoutez, il n'y a pas une disposition constitutionnelle. Merci beaucoup. Soyez rassurés. Raphaël Loulou, petite stratégie. Vous êtes le jour viendra où... secrétaire général du MSR, Mouvement social pour le renouveau, un parti politique membre du Front commun pour le Congo, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous l'avez entendu, il n'est pas exclu, Kabila peut revenir en 2023. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Au revoir.